Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous sur Gabon 24. Les 26 minutes de ce nouveau numéro d'Instant Santé seront essentiellement consacrées à l'épilepsie, cette maladie neurologique due à un dysfonctionnement de l'activité électrique dans le cerveau. Pour mieux vous édifier sur cette pathologie, avec moi sur ce plateau d'Instant Santé, le docteur Andrea Annick Sounda, neurologue au centre hospitalier universitaire de Libreville. C'est un plaisir, docteur, de vous avoir sur le plateau de Gabon 24. Plaisir partagé. Bonjour. Parmi les maladies neurologiques qui existent, docteur, c'est l'épilepsie qui demeure la plus fréquente. Comment définissez-vous cette pathologie? Alors, avant de la définir, j'ai aimé, dans votre introduction, vous avez parlé de dysfonctionnement de l'activité électrique du cerveau. C'est important. Alors, le cerveau est constitué de cellules fonctionnelles, que sont les neurones et d'autres cellules, évidemment. Mais le neurone est la cellule qui permet de transmettre justement l'information au niveau du cerveau, donc l'information motrice, sensitive ou sensorielle, donc via un influx électrique. Alors, ces cellules fonctionnelles fonctionnent de manière organisée en temps normal. Alors, qu'est-ce qui se passe durant la crise électrique? Donc, une crise épileptique, pardon. Donc, une crise épileptique est une manifestation paroxystique. Quand on dit manifestation, ça peut être moteur, ça peut être sensitif, ça peut être sensoriel. Donc, une manifestation paroxystique qui survient avec ou sans perte de connaissance et qui est liée à quoi? Liée à une décharge. Une décharge donc excessive et hypersynchrone de neurones au niveau du cortex cérébral. Donc on comprend que c'est une maladie au niveau du cerveau. Alors, la maladie épileptique en tant que telle, c'est une maladie chronique cérébrale qui est caractérisée par la survenue répétée de crises épileptiques. Docteur, vous venez là de parler de crise épileptique, j'y arrive. Que se passe-t-il à cet instant dans l'organisme lors d'une crise épileptique? Alors, lors des crises épileptiques, il faut déjà distinguer qu'il existe des crises épileptiques partielles et des crises épileptiques généralisées. Alors, la crise épileptique partielle survient lorsque la décharge survient dans le cerveau sur une zone bien précise. Donc, elle ne prend pas tout le cerveau, elle prend une partie du cortex cérébral. La crise épileptique généralisée, par contre, elle survient lorsque la décharge prend l'ensemble du cerveau, donc tout le cortex cérébral. Alors, que se passe-t-il au niveau de l'organisme? Il y a 3 niveaux auxquels il faut voir donc, la physiopathologie des crises épileptiques. Le premier niveau, c'est le neurone lui-même, comme on a dit tantôt, la cellule fonctionnelle. Donc, la membrane du neurone, c'est une bicouche, donc 2 couches lipidiques, où sont insérés des canaux soit sodiques, donc sodium, potassium, calcium. Donc, ces canaux permettent de transmettre l'influx nerveux, donc le message, de la tête du neurone à la queue du neurone. Donc, lorsqu'il y a une anomalie au niveau de la membrane du neurone elle-même, ça peut être à l'origine de certains types de crises. Au deuxième niveau, ça peut être au niveau de la transmission d'un neurone à un autre. Donc, on parle d'anomalie synaptique. Donc, lorsqu'à ce niveau donc, de la transmission, il y a un déséquilibre entre les neuromédiateurs qui permettent de passer d'un neurone à un autre, lorsqu'il y a un déséquilibre là, ça peut générer des crises. Le troisième niveau, donc, c'est l'environnement même du neurone, parce que le neurone est là, mais il a d'autres cellules autour qui permettent d'assurer son fonctionnement de manière correcte, qu'on appelle les astrocytes. Donc, lorsque ces astrocytes ne fonctionnent pas bien, là aussi, ça peut être à l'origine de crise. Donc, 3 niveaux, membranaire, synaptique et au niveau de l'environnement du neurone. Quelles sont les causes même de l'épilepsie? Alors, les causes, selon la Ligue internationale contre l'épilepsie, sont regroupées en trois grands groupes. Lesquelles? Donc, il y a les causes génétiques, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie génétique qui contribue directement à la maladie épileptique. Donc, dans la manifestation première, ce sont les crises épileptiques. Donc, ces anomalies, on va prendre l'exemple de l'épilepsie absence. L'épilepsie absence qui est liée à une anomalie au niveau du gène qui code pour un canal calcique. On appelle ça les canaux calciques de bas seuil. Donc, lorsqu'il y a une anomalie à ce niveau, la manifestation, c'est l'épilepsie absence. Donc, cause génétique. Il y a les causes structurelles
ou non structurelle. Non structurelle, ça peut être métabolique. Alors, structurelle, c'est une malformation au niveau du cerveau, ou encore une tumeur cérébrale, ou un abcès au niveau du cerveau, ou un AVC. Donc, lorsqu'ils sont situés à des zones qui déclenchent les crises, donc la manifestation, ce seront des crises épileptiques. Donc, à côté de toutes ces causes, il y a les causes inconnues. Donc, il y a les causes génétiques, les causes structurelles ou métaboliques et les causes inconnues. Donc, c'est des causes qu'on n'a pas encore retrouvées malgré toutes les investigations qui ont été faites. Dites-nous, est-ce que les flashs lumineux peuvent également être à l'origine des crises épileptiques? Oui, oui. Dans le cas d'épilepsie qu'on dit photosensible, alors elles sont très rares. Et ça survient dans le cadre d'épilepsie réflexe, donc dans le facteur déclenchant précis a été identifié. Et dans ce cas, donc, c'est les changements de lumière, l'épilepsie photosensible. Est-ce que l'exposition prénatale à l'alcool peut également augmenter le risque d'épilepsie, docteur? Alors oui, dans le cadre, je réponds oui d'emblée, hein, parce que dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, il a été prouvé donc que l'exposition à l'alcool durant la grossesse, donc l'ingurgitation d'alcool par la mère durant la grossesse, entraînait une épilepsie chez l'enfant. Alors comment cela s'explique? C'est parce que le placenta ne filtre pas l'alcool. Donc l'alcool que la maman ingurgite passe directement au niveau du liquide amniotique. Et dans des études, c'est des vieilles études, hein, ça a été prouvé depuis. Donc, lorsqu'on prélève le taux d'alcoolémie d'alcool au niveau du liquide amniotique, on voit qu'il peut être 10 fois plus élevé qu'au niveau du sang de la mère. Donc, et ce syndrome-là, justement, l'alcool, va entraîner un problème dans le développement cérébral de l'enfant et être à l'origine des crises épileptiques. Ça, nous l'avons compris avec vous, docteur. Vous l'avez bien compris, chère maman, l'alcool n'est surtout pas recommandé en cas de grossesse. Docteur, nous voulons également savoir, est-ce que le manque de sommeil et le stress peuvent également favoriser les crises liées à l'épilepsie? Alors, vous avez dit favoriser, c'est le terme, hein, parce que le manque de sommeil et le stress peuvent déclencher des crises épileptiques chez un patient qui est épileptique. Parce que tout le monde a un cerveau, tout le monde manque parfois de sommeil, Mhm. tout le monde est parfois stressé, mais vous voyez que tout le monde ne fait pas des crises Exact. épileptiques. Donc, c'est surtout des facteurs déclenchants chez les patients qui sont épileptiques à la base. Dites-nous, comment se manifeste même cette maladie? Alors, il y a plusieurs manifestations, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, que c'est un Allez-y. problème au niveau du cerveau, du fonctionnement du cerveau. Et vous savez que le cerveau, c'est le maître, il contrôle tout l'organisme, le fonctionnement de tout l'organisme. Alors, il y a plusieurs manifestations. Il y en a quand même des manifestations qui sont fréquentes. Identifiées, Mhm. oui. Alors, nous avons parlé tantôt de crise partielle et de crise généralisée. Alors, les crises partielles, vous pouvez imaginer qu'il y en a plusieurs parce qu'elles sont liées à une décharge dans une zone précise du cerveau. Donc, on peut avoir des crises partielles rien que motrices. Par exemple, le plus fréquent, c'est la crise de type bravage actionnel où la crise motrice prend le patient d'abord au niveau des mains et ça évolue, ça prend juste un hémicorps, donc de manière, il a des crises motrices, donc des secousses motrices. Le patient est conscient. Dans le cas d'une crise partielle simple, il est conscient. Il sait qu'il a des mouvements au niveau de son corps, mais qu'il ne peut pas contrôler. Il y a des crises sensitives, il y a des crises sensorielles, il y a des crises de toutes sortes quand il s'agit des crises partielles. Maintenant, les crises généralisées, il y a 6 grands groupes qui ont été identifiés. D'accord, Alors, dites-nous les lesquels. crises généralisées, ce sont des crises au décours desquelles le patient perd connaissance d'emblée. Donc, on l'a dit tantôt, ce sont des crises qui sont liées à une décharge qui prend l'ensemble du cortex cérébral. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des crises généralisées tonico-cloniques. C'est la manifestation la plus spectaculaire, celle qu'on appelle la crise grand mal. Donc, cette crise généralisée tonico-clonique fait partie des grands groupes de crises généralisées. Il y a les crises d'absence. Donc, les crises d'absence au décours desquelles le patient est là, il discute avec vous, et puis pendant quelques secondes, il arrête de parler, il perd le contact avec l'entourage, et ensuite il reprend comme si de rien n'était. Pendant Alors, combien de moments? oh, Combien, ça va combien de c'est quelques minutes? secondes. Quelques secondes C'est quelques seulement? secondes, c'est très bref, vous comprenez, mais on le sait. Pourquoi? Parce que la personne pouvait être en train de réaliser une activité et puis soudain elle bloque. Il peut avoir des automatismes comme des clignements d'yeux comme ça, où il mâchonne et après il recommence son activité, mais il ne se souvient pas qu'il a perdu le contact. Alors ça, ce sont les crises d'absence.
Alors, il y a des crises atoniques. Donc, ces crises atoniques, au décours desquelles le patient perd le tonus de l'ensemble des muscles du corps. Donc, c'est quelqu'un, s'il est assis, il va chuter brusquement, il va se cogner la tête forcément, ou s'il marchait, il chute de manière très brusque. Et après, il revient à la conscience, comme si et il ne se souvient pas qu'il a chuté, mais il aura forcément un traumatisme. Alors, il y a les crises myocloniques, il y a des crises toniques, des crises cloniques. Est-ce qu'il y a un âge bien précis au cours duquel surviennent ces crises? Alors, déjà, comme on l'a dit tantôt, ne perdons pas de vue que l'épilepsie, c'est une maladie chronique. Maintenant, il y a des causes, on l'a dit, à cette épilepsie. Exact. Maintenant, en ce qui concerne l'épilepsie où on ne trouve pas de cause, qu'on appelle l'épilepsie idiopathique, on la retrouve très fréquemment chez l'enfant. Et comment cela s'explique? Pourquoi il n'y a pas de cause? Parce que nous n'avons pas identifié les causes. Bon. Oui. Donc, quand on dit il n'y a pas de cause, c'est-à-dire que toutes les investigations qui peuvent être faites de nos jours n'ont rien identifié. C'est pour ça qu'il y a des épilepsies qui étaient d'abord classifiées comme des épilepsies sans cause, comme l'épilepsie absence dont nous avons parlé, mais qui aujourd'hui sont dans le groupe des épilepsies génétiques. Parce qu'on a vu que c'est lié à une anomalie génétique d'un canal calcique de bas seuil. Donc, la recherche est en cours. En ce qui concerne la neurologie, on n'arrête jamais d'apprendre. Jamais. Donc, pour l'instant, les recherches sont en cours. Donc, l'épilepsie sans cause est très fréquente chez l'enfant. Maintenant, chez l'adulte, ça c'est de manière caricaturale, quelqu'un qui a grandi, qui n'a jamais fait de crise, et soudain, à l'âge adulte, il fait des crises. Là, il faut rechercher la cause. Donc, tant qu'on a le cerveau, il faut mieux dire, tant qu'on a un cerveau, on peut faire des crises. Des causes qui sont recherchées uniquement au niveau des structures hospitalières? Oui, c'est au niveau des structures hospitalières. Il y a beaucoup d'examens qu'on fait pour retrouver justement ce qui entraîne un dysfonctionnement au niveau du cerveau. On parle d'une maladie qui peut engendrer des conséquences. Lesquelles, docteur? Alors, les conséquences sont vastes en ce qui concerne l'épilepsie, parce que ça dépend déjà du type d'épilepsie, ça dépend de la prise en charge de l'épilepsie, donc si elle a été prise en charge de manière précoce, et du contrôle de cette épilepsie. Quand on dit contrôle, c'est qu'on arrive à donner des médicaments qui font en sorte que le patient ne fasse plus de crise. Alors, les conséquences sont de 3 ordres. On va avoir sur le plan cognitif déjà. Sur le plan cognitif, concerne très souvent les enfants en apprentissage. Donc, malheureusement, sur le plan cognitif, ils ont très souvent des troubles de la mémoire. Alors, des troubles de la mémoire, pourquoi? Parce qu'à force de faire des crises, donc cela entraîne vraiment une inflammation au niveau du cerveau et qui perturbe donc le fonctionnement normal du cerveau et la mémoire est très souvent touchée. Et du fait des crises toujours, ils ont des défauts d'attention, donc l'inattention. Et là, ça joue sur la mémoire de l'enfant, surtout en plein apprentissage. Alors, à côté de ça, il y a également des problèmes au niveau des fonctions qu'on appelle des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont des fonctions qui nous permettent de réaliser tout ce que nous réalisons de manière naturelle. Quand on veut atteindre un but précis, donc on planifie, on organise, on planifie notre mouvement. S'il y a un obstacle, il faut pouvoir éviter l'obstacle pour atteindre. Donc, c'est ça les fonctions exécutives. Donc, ces fonctions sont perturbées très souvent chez l'enfant. Alors, le deuxième volet où il peut être perturbé, c'est le volet psychologique. Le volet psychologique, pourquoi? Parce que l'épileptique, surtout lorsqu'il fait beaucoup de crises, il a un sentiment de colère, un sentiment de frustration, un stress aussi, parce qu'il vit dans le stress que la crise peut survenir à tout moment. Et il a un défaut d'estime de lui-même, un problème parce qu'il se dit, il y a quelque chose qui n'a pas marché chez moi. Donc ça concerne aussi bien l'épileptique que la famille, parce que les parents souvent culpabilisent. Quand vous annoncez à des parents que leur enfant est épileptique, ils pleurent, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'on a raté? Comment est-ce qu'on a fait pour atteindre cela? Bon, donc la troisième dimension qu'il faut voir, c'est la dimension sociale. Et c'est là où on a des gros problèmes, parce que malheureusement, les épileptiques sont stigmatisés. Ils sont stigmatisés. Il y a également la déscolarisation. Très souvent, on voit des établissements qui demandent à des enfants épileptiques de ne plus venir tant que leur crise n'est pas contrôlée. Voilà. Donc la déscolarisation, et c'est des drames, parce qu'après, c'est des enfants qui ne peuvent rien faire alors qu'ils auraient pu devenir faire quelque chose de leur vie. Exact. Et l'isolement également. L'isolement, ça peut être la société qui isole le patient épileptique, parce que pour beaucoup encore, l'épilepsie, c'est une sorcellerie,
c'est des mauvais esprits, ce sont des choses, voilà. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est même pas le cas, ce n'est pas les mauvais esprits. On l'a Exact. dit, c'est un problème de fonctionnement au niveau du cerveau. Mais la croyance culturelle, je vais dire ça comme ça, voudrait que ce soit des mauvais esprits. Donc on isole très souvent le patient épileptique. Ou parfois lui-même, il s'isole parce qu'il vit dans ces croyances-là. L'épilepsie, docteur, entraîne également une perturbation temporaire de la communication entre les neurones. Comment cela s'explique? Une perturbation temporaire de la communication. Donc, c'est ce qu'on disait dans le deuxième volet de votre question. Que se passe-t-il? On avait dit que l'épilepsie, soit le problème est au niveau de la membrane, donc la transmission, déjà l'influx qui part de la tête du neurone à la queue, et maintenant, la transmission, c'est entre deux neurones. C'est ce qu'on appelle le problème synaptique. Donc, l'influx part d'un neurone à un autre, grâce à des neuromédiateurs. Donc, les plus grands neuromédiateurs, donc c'est le glutamate, c'est le GABA. Alors, le glutamate, il est excitateur par excellence et le GABA, il est inhibiteur. Alors, lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la transmission de l'influx d'un neurone à un autre, donc c'est ce qu'on appelle problème au niveau de la synapse. Exact. Donc, cela peut être à l'origine d'une épilepsie. Docteur, dites-nous, on veut tout savoir. Les téléspectateurs nous regardent. Et l'épilepsie peut-elle être associée à des troubles du développement de l'individu? Des troubles du développement de l'individu, oui, surtout lorsque cela survient à l'enfance, donc durant l'enfance, et lorsque les crises ne sont pas contrôlées. Là, on peut avoir des problèmes, quand vous dites développement, c'est développement intellectuel, oui. On l'a dit, des troubles cognitifs, on a des problèmes avec la mémorisation, et voilà. Donc ça peut entraîner des troubles du développement de la personne quand ça survient chez l'enfant et quand ce n'est pas contrôlé. Et comment contrôler ces crises? Alors, on peut les contrôler. Déjà, ça dépend. Si on trouve la cause, il faut soigner la cause. Il faut traiter la cause. Parce que l'épilepsie, c'est la conséquence de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc, lorsqu'on trouve la cause, on la traite. Même si on ne trouve pas la cause, il y a des médicaments antiépileptiques qui sont connus depuis des années et qu'on donne aux patients et qui permettent de contrôler les crises. Donc, on peut traiter. Docteur, dites-nous un peu plus sur ces médicaments, vu que vous emboîtez le pas. Qu'est-ce qui doit être prescrit à une personne souffrant de l'épilepsie? Alors, ce qui doit être prescrit, ce sont des antiépileptiques. Il y a plusieurs formes, plusieurs classes d'antiépileptiques. On ne va pas tous les citer là, on va dire ça comme ça. Mais il y a plusieurs classes d'antiépileptiques et ces médicaments ont pour but de prévenir la survenue de nouvelles crises. Les recettes de grand-mère ne sont surtout pas à privilégier, c'est ça? Bon, il y a des recettes de grand-mère, personnellement, je ne connais pas. Mais on va dire quoi? Que il y a des centres qui sont dédiés rien qu'à l'épilepsie, des grands centres, où on ne fait que les études sur l'épilepsie, pardon. Et dans ces centres, il y a le régime cétogène, par exemple. Le régime cétogène, donc, qui a prouvé son efficacité dans le contrôle d'épilepsie qui sont réfractaires. Quand on dit réfractaires, c'est qui ne répondent pas à l'association de 2 ou 3 antiépileptiques à pleine dose. Donc, le régime cétogène marche très bien. Il y a d'autres aliments, compléments alimentaires qui sont en étude également, comme le magnésium, les oméga 3, la glucosamine. Il y en a pas mal qui sont en étude, mais le régime cétogène, il a déjà fait ses preuves. Docteur, et donc lorsque surviennent ces crises, il faut impérativement se rendre dans une structure hospitalière pour couper le mal à la racine? Bien sûr qu'il faut aller à l'hôpital. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas connu épileptique, dès qu'il fait une crise, il faut l'emmener à l'hôpital. Pour quelqu'un qui est connu épileptique, en général, les épileptiques connaissent leur crise et ils savent à quel moment, là, ce n'est plus contrôlé par mes médicaments, il faut que je me rende à l'hôpital. Donc, il faut venir à l'hôpital, qu'un neurologue vous examine et qu'on fasse le point, parce que comme on l'a dit tantôt, il faut trouver la cause. Et si on arrive à contrôler la cause, on contrôle l'épilepsie. Docteur, vous travaillez dans ce domaine. Est-ce que les chiffres sont élevés aujourd'hui en termes d'épilepsie? Les chiffres en termes d'épilepsie sont quand disent-ils, même ces élevés. chiffres? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais nous rencontrons beaucoup de patients épileptiques. Beaucoup de patients épileptiques lors de nos consultations régulières et également aux urgences.
Est-ce que vous avez l'impression que les patients sont suffisamment outillés sur la question? Alors, pour le peu que je reçois, ou plutôt le grand nombre que je reçois, beaucoup sont même traités, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont. Ils disent qu'ils sont épileptiques, mais ils ne savent pas c'est quoi l'épilepsie, c'est quel genre d'épilepsie qu'ils ont, c'est quelle crise, quel type de crise qu'ils font, et leurs médicaments, c'est quel genre, quelle classe de médicaments et à quoi ça sert. D'où l'intérêt de venir en consultation, de poser des questions et on répondra au cas par cas parce que ce n'est pas une généralité. Est dans son cadre en ce Et qui donc, de concerne les votre côté, patients. il y a une sorte de sensibilisation qui est faite par vous Bon, à l'endroit des déjà, patients? à notre niveau, en tant que praticien, à chaque fois que nous recevons justement des patients, nous faisons la sensibilisation. Nous faisons la sensibilisation du patient, mais également de son entourage, donc de l'accompagnant sur les mesures à suivre. On passe à présent à la question du téléspectateur. Nous avons tendu notre micro à une jeune Gabonaise et elle a jugé utile de vous poser quelques questions, docteur. On les écoute tout de suite. Alors, docteur, moi j'ai deux questions. Et la première est de savoir quels sont les réflexes à adopter lorsqu'on est en face d'une personne qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Et la deuxième est celle de savoir si la salive de cette personne est dangereuse pour une personne saine. Les questions ont été posées, docteur. Que Alors, répondez-vous? ok, je vais répondre à la question de la téléspectatrice. Déjà, je suppose qu'elle parle de la crise grand mal, donc la crise généralisée tonico-clonique, au décours de laquelle la personne tombe, elle devient tonique, donc ses muscles se raidissent complètement. Ensuite, elle a ce qu'on appelle des clonies, des secousses musculaires qui sont violentes. Et au décours de cette crise, la personne salive beaucoup, donc elle va baver, elle va serrer les dents, et si elle a la vessie pleine, elle va lâcher les urines. Alors, au décours de cette crise, il n'y a rien à faire. Quand on dit rien à faire, c'est-à-dire qu'il faut laisser la crise se dérouler. Il ne faut pas essayer de bloquer les mouvements du patient parce que la crise, elle se passe dans la tête et le corps ne fait que manifester ce qui se passe dans la tête. Ce qu'il y a à faire pour l'entourage, c'est d'essayer d'éviter que le patient ne se traumatise davantage. Donc, il faut éloigner tout ce qui pourrait cogner la tête au patient. S'il y a le feu à côté, éloignez le feu. S'il est au bord de l'eau, essayez de le tirer comme vous pouvez, sans le traumatiser, sans casser les membres parce qu'il est tonique. Donc, essayez de le tirer hors de l'eau. Ce qu'il y a à faire également, c'est que lorsque cela est permis, donc lorsqu'il est un peu relâché, il faut desserrer ses vêtements. Si c'est un monsieur qui a une cravate, enlevez-lui sa cravate. S'il a une ceinture qui est serrée, enlevez la ceinture qui est trop serrée. Alors, ce qu'il y a également à ne pas faire, c'est essayer d'introduire quoi que ce soit au niveau de la bouche du patient. Le patient a les dents serrées, il ne contrôle rien du tout. Alors, lorsque vous allez essayer d'introduire une cuillère, une baguette en bois ou votre doigt pour un enfant qui fait une crise généralisée, souvent les parents sont tellement stressés qu'ils veulent mettre le doigt pour qu'il ne morde pas la langue. Alors, ça ne va pas vous avantager. Parce qu'avec cette baguette ou la cuillère, vous pouvez casser la dent de l'enfant ou la dent de celui qui fait les crises et il va l'avaler parce qu'il ne contrôle rien du tout. Et en l'avalant, il va s'étouffer. Et là, vous créez un autre problème. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est juste essayer de protéger le patient de manière à ce qu'il ne se fasse pas plus mal. Et une fois qu'il est relâché, déposer ou placer le patient en position latérale de sécurité. Et docteur, il y a également une question qui va dans le sens de la salive des D'accord. personnes qui font des crises. Est-ce qu'elle est dangereuse, cette salive? Non, elle n'est pas Non? dangereuse parce que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Comme je vous disais par rapport au fait des croyances culturelles, les gens isolent souvent les patients épileptiques parce qu'ils se disent qu'ils sont contagieux. Ce n'est pas contagieux, c'est le cerveau du patient épileptique qui ne marche pas bien, tout simplement. On parle là d'une maladie. Peut-on guérir, docteur? Dans le cas de l'épilepsie idiopathique, donc qui survient souvent chez l'enfant et il n'y a pas de cause, donc la majorité de ces épilepsies se résolvent de manière spontanée. Une fois qu'il a passé le cap de l'adolescence, donc de la maturation cérébrale, tout rentre dans l'ordre, on va dire ça comme ça, il ne fait plus de crise. Mais une épilepsie qui a une cause, si on l'a identifiée et si on peut la prendre en charge de manière définitive, ça peut arriver
que le patient guérisse, mais c'est très rare. C'est rare. Docteur, on parle d'une maladie. Est-ce que la prise en charge de cette maladie est bien effective dans le pays? Les médicaments sont-ils gratuits ou... Les médicaments ne sont pas gratuits, mais la prise en charge de l'épilepsie est effective dans le pays. Partout où il y a, pas seulement un neurologue, parce que la majorité des médecins connaissent les crises épileptiques, du moins les plus fréquentes. Donc, en général, ils n'ont pas trop de problèmes à prescrire les antiépileptiques. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, docteur. Votre mot de la fin? Alors, je dirais que l'épilepsie est une maladie chronique liée à un dysfonctionnement du cerveau. Ce n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas une maladie stigmatisante. Au contraire, c'est une maladie qui peut être prise en charge de manière effective à l'hôpital. Quand on dit pris en charge, c'est-à-dire qu'on peut trouver les causes, on peut traiter de manière à ce que le patient épileptique vive de manière tout à fait normale. D'ailleurs, nous avons beaucoup de patients qui vivent de manière tout à fait normale. Des enfants qui vont à l'école, qui vont à l'université, des gens, des personnalités qui sont épileptiques et qui vivent très bien avec leur maladie. Donc, n'ayez pas peur lorsque quelqu'un, votre entourage, fait des manifestations épileptiques, de consulter. L'essentiel a été dit, chers téléspectateurs. Merci à vous, docteur Andrea Annick Sounda, d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci à vous également de nous avoir regardés et n'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur Gabon 24 à travers nos différentes plateformes sociales et également sur notre site internet www.gabon24.ga. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.